Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Un accord entre le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et le syndicat des chauffeurs met fin à la grève de ces derniers. Le centre hospitalier de Rosso vient s'ajouter aux structures sanitaires existantes. Le département de l'enseignement supérieur met à la disposition des étudiants de l'Université des sciences et techniques et de médecine des bus pour le transport avec un montant symbolique. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. La délégation des parlementaires polonais a effectué une visite au port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié. Cette délégation s'est également rendue au marché du poisson de la capitale, Aminata Khan. Les relations de coopération entre la Mauritanie et la Pologne sont au beau fixe. Et cela s'est encore traduit par la signature d'un protocole de coopération entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et la Chambre de commerce de Pologne. Tout cela s'était déroulé en présence des présidents des Sénats des deux pays et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'occasion pour Mme Naham Mint Hamdi, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ministre des Affaires économiques par intérim, de souligner que la responsabilité relative à l'établissement de ce partenariat repose sur les épaules des investisseurs privés présents au forum, insistant sur la volonté du gouvernement mauritanien de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite du partenariat entre investisseurs mauritaniens et polonais. De son côté, M. Mohamed Mahmoud, président de la Chambre mauritanienne de commerce, d'industrie et d'agriculture, il a insisté sur la nécessité de créer des partenariats mutuellement avantageux entre opérateurs économiques des secteurs publics et privés mauritaniens et polonais. Il a en outre indiqué que la Mauritanie est nantie d'outils attractifs dont il a donné des exemples du code d'investissement rassurant, d'un centre international de médiation et d'arbitrage, d'un guichet unique ou d'une zone franche à Nouadhibou. Enfin, le président de la Chambre de commerce de Pologne, il a mis en relief l'importance de cette rencontre et les opportunités offertes pour les deux pays. Et en termes de ce forum, le président du Sénat polonais a visité certains stands de la foire d'exposition ouverte hier à Nouakchott, l'occasion pour lui d'apprécier les potentialités minières et pétrolières de la Mauritanie. Un accord a été conclu entre le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et le syndicat des chauffeurs qui était entré en grève depuis quelques jours. Cet accord prévoit entre autres l'amélioration des conditions des chauffeurs et leur affiliation à la CNAM. L'Union nationale du patronat mauritanien et les représentants des chauffeurs étaient présents à la signature de cet accord. Le conseiller juridique du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration est revenu sur les points essentiels de cet accord. Direction Rosso où s'est rendu le ministre de la Santé, M. Ahmed El-Haddami El-Jervoun, dans le cadre d'une visite qu'il a conduite au centre hospitalier régional de Rosso. Sur place, le ministre s'est informé sur l'état d'avancement des travaux de construction de ce centre. Rabia Deda. Le centre hospitalier régional de Rosso a une capacité de plus de 150 lits, un staff médical de plus de 120 effectifs, parmi eux des spécialistes, généralistes, infirmiers d'État, sages-femmes, techniciens de santé, qui se répartissent sur 10 services qui sont les urgences, pédiatrie, maternité, ophtalmologie, chirurgie, stomatologie, radiologie.
Cet habitant de la ville de Rosso se dit heureux et fier d'avoir dans sa ville un centre hospitalier de cette envergure. Le directeur du centre hospitalier régional de Rosso, le docteur Mohamed Mahmoud El Abdou, nous confie que le centre hospitalier est équipé selon les normes internationales, qu'il est notamment doté de 3 blocs opératoires entièrement équipés, d'un laboratoire qui peut à présent effectuer les analyses hormonales. Le suivi des grossesses est assuré à 100%, ajoute-t-il, ce qui diminuera la mortalité infantile et maternelle dans cette région. La visite d'information effectuée par le ministre de la Santé, M. Ahmedou El Haddaminou El Jelvoun, au centre hospitalier régional de la ville de Rosso, a compris une réunion avec le staff du centre, une réunion au cours de laquelle il a appelé les équipes médicales à l'assiduité dans leur travail et il a exhorté le personnel de cette institution sanitaire à être à l'écoute des patients. Par la suite, le ministre a effectué une visite à l'école de santé publique de Rosso. Il a pu constater le début des cours de l'année scolaire 2014-2015. Le ministre a exhorté les stagiaires et encadreurs à preuve de sérieux et d'assiduité pour être aptes à dispenser des soins de qualité. Le ministre a clôturé sa visite de la ville de Rosso par la visite du centre de détection du virus Ebola, ouvert au niveau du point de passage entre la Mauritanie et le Sénégal. Un centre de détection du virus Ebola qui est équipé des moyens techniques sophistiqués. Ce centre entre dans le cadre des mesures prises pour empêcher la transmission du virus Ebola qui se propage actuellement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Notre pays célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la normalisation. Au cours de la rencontre organisée à cette occasion, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Thamdil Mouknas, a déclaré que notre pays a mis en place une réglementation pour le respect de la normalisation. Abdullah Damaba. Les normes créent des règles du jeu équitables. Tel est le thème de la journée internationale de la normalisation. Cette célébration rentre dans le cadre des efforts visant à former des cadres en matière d'amélioration du système de normalisation. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Thamdil Mouknas, a assisté au lancement de cette journée. Elle s'est réjouie du parcours de notre pays dans le domaine de la qualité en général et de la normalisation en particulier. Ceci, dit-elle, est soutenu par la promulgation de lois dans les domaines de la normalisation, de l'accréditation, de l'évaluation et de la conformité. Elle a pareil rappelé que la création et l'équipement du laboratoire national de météorologie constituent un exemple patent dans le cadre de la mise en place des capacités techniques pour le développement et l'amélioration de notre système national de mesure. Lors de cette rencontre, les personnes ayant pris part à cette journée ont discuté de la qualité des infrastructures dans notre pays et des perspectives d'avenir. Il faut noter que cette journée s'est tenue en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ismaël Ould Sadikh. À l'occasion de la première journée de la rentrée scolaire 2014-2015, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans la localité de Borat, au Brakna, pour donner le coup d'envoi effectif de cet événement. Il s'agit là d'un acte de solidarité avec les populations défavorisées relevant de la politique de décentralisation dans les domaines sociaux. Rabia Adeda. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, a donné le lancement de l'année scolaire 2014-2015 à partir de la localité de Borat, qui relève de la wilaya du Brakna. À cette occasion, le ministre était accompagné du wali du Brakna. Au cours de son mot pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, a précisé que le lancement de l'année scolaire à partir de Borat est un acte de solidarité avec les déshérités couronnés par la création de ce groupement doté des infrastructures nécessaires et jouissant d'un intérêt capital de la part du chef de l'État. Il a ajouté que les retombées de ce rassemblement restent tributaires de la capacité des populations de s'adapter aux exigences de développement et de collaborer avec les autorités publiques pour traduire les programmes dans les actions palpables. Il a rappelé l'importance de l'acquisition du savoir et de la connaissance. Pour sa part, le maire de Mal, M. Abdelrahman Ould Regad, a noté avec satisfaction les réalisations opérées dans sa commune et surtout le choix de Borat pour le démarrage de l'année scolaire 2014-2015, qui représente un acte de solidarité avec les populations défavorisées et de concrétisation de la politique de décentralisation dans les domaines sociaux. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba
Cheikha Ousmane a effectué une visite dans les salles de classe du regroupement de Bourat, une visite qui lui a permis de rencontrer les élèves et de s'assurer de leur niveau à travers des questions qu'il leur a posées. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le coup d'envoi s'est concrétisé par la visite effectuée par le secrétaire général de ce département à l'Institut supérieur de comptabilité, la direction des établissements, la faculté des sciences et techniques et l'école normale supérieure. Compte rendu Aminata Khan. Le démarrage effectif de la nouvelle année scolaire 2014-2015 n'est pas moins important que le désenclavement du nouveau complexe universitaire des sciences et techniques et de la médecine. Cette nouvelle voirie va permettre la fluidité du trafic au grand bonheur des étudiants. Ainsi, 28 bus de transport public sont mis à la disposition des étudiants. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du démarrage effectif de la nouvelle année universitaire. Il a par ailleurs précisé que la société de transport public va assurer le transport des étudiants de l'Université des sciences et techniques et de médecine par le biais de bus disponibilisés à cet effet pour un coût ne dépassant pas 20 oulias par personne et par rotation, soulignant que les étudiants de la dite universités sont munis de cartes leur permettant de bénéficier d'un tel tarif. Les étudiants de l'université ont exprimé leur satisfaction, affirmant que le désenclavement de la route menant à leur université va contribuer à leur réussite. El Khalil Ould Jayid n'a pas manqué l'occasion pour visiter les différents pavillons que comprend ce nouveau complexe universitaire. Là également, il s'est assuré des mesures prises par l'administration pour le bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Auparavant, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait visité l'Institut supérieur de comptabilité, la direction des établissements, la faculté des sciences et des techniques et l'école normale supérieure ainsi que l'Institut supérieur de comptabilité et la direction des établissements où il s'est informé du déroulement du travail. Le 12 octobre coïncide avec la célébration par le Royaume d'Espagne de sa fête nationale. L'occasion pour l'ambassade de ce pays à Nouakchott d'organiser une réception à laquelle a participé Mme Hendoum Taïnina, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération chargé des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens de l'étranger, M. Sidioul Mohamed Ould Hanana, directeur des affaires africaines au département des affaires étrangères, secrétaire général par intérim, M. Abdelkader Ahmed, directeur des affaires européennes au même département, en plus de plusieurs membres du corps diplomatique, présidents des partis politiques et des membres de la société civile. L'ambassadeur d'Espagne dans notre pays, son Excellence M. Antonio Torres Dulce, a prononcé un discours dans lequel il a souligné la profondeur des relations qui lient le Royaume d'Espagne à notre pays. Les travaux de la 3e conférence exposée sur les secteurs des mines et du pétrole en Mauritanie se sont poursuivis mardi dans le Palais des Congrès pour la 2e journée consécutive. Au premier jour de la rencontre, les participants à cette conférence ont suivi des exposés sur les potentialités minières et pétrolières de la Mauritanie, l'état général du secteur, son statut juridique et le climat propice aux investissements. Les intervenants étaient unanimes que la Mauritanie possède un énorme potentiel pétrolier et minier et que des grandes réserves de minerais, du quartz, du phosphate et de l'uranium ont été découvertes. La 3e conférence exposée sur les secteurs des mines et du pétrole en Mauritanie a vu la participation de plusieurs acteurs opérant dans ce domaine. L'occasion à ces derniers d'avoir une meilleure connaissance des potentialités pétrolières et minières dans le pays et son climat largement favorable aux investissements. Abdelrahman Hamad. Notre sous-sol recèle d'énormes richesses minières et pétrolières qui peuvent porter les pays au rang des pays les plus riches dans le monde. Cette réalité est confirmée par les experts dans les domaines suite à des multiples recherches scientifiques menées dans les différentes zones du pays, a fait du secteur minier et pétrolier un secteur prioritaire pour les gouvernements, surtout dans les dernières années. L'année précédente, notre production de la mine de fer a atteint
13 millions de tonnes, alors que la production aurifère a dépassé le seuil de 9,4 tonnes dans la même année. Or, le gouvernement a mis en place un cadre juridique incitatif et catalyseur pour les capitaux étrangers dans le but de renforcer la compétitivité du secteur minier et pétrolier dans la région. Des mesures qui ont donné d'ores et déjà leurs fruits avec un bilan de 82 investisseurs qui exercent leurs activités à travers 13 autorisations d'exploration, 149 autorisations de recherche et 88 autorisations de carrière, en plus des dizaines d'entreprises spécialisées dans des domaines se rapportant à l'industrie extractive, notamment des sociétés internationales de grande réputation dans l'exploration, l'extraction, les logistiques, les transports, les installations, les assurances, les banques ou encore les sociétés de sécurité. Moi, je suis basé au Canada, mais on a des bureaux à travers le monde. D'ailleurs, nous avons 12 bureaux en Chine. Et puis, nous avons fait le Diable 2, le projet Diable 2. C'est nous qui avons transporté une grande partie du Diable 2. Et puis, nos activités en Mauritanie, on est en train de chercher d'autres projets dans lesquels on aimerait travailler. La société Atlas Group Comali, elle sert l'Ouest d'Afrique, donc les 9 pays francophones, y compris la Mauritanie. Donc, comme je vous ai dit, la Mauritanie maintenant représente un marché vraiment pilier pour le développement de notre société. On est en train de vraiment investir dans ce volet. On a des partenaires, ça fait plus qu'une décennie ou même plus. On sert la SNIM actuellement avec Kinross. On a des discussions avec MCM. Donc, et le climat de stabilité politique, sécurité en Mauritanie, ça permet à notre société de penser sérieusement à investir dans le domaine, dans une agence commerciale. Et ça, c'est automatiquement, dès qu'il y aura d'autres mines qui vont ouvrir, ça pousse vraiment notre société. Les capitaux nationaux sont également présents dans cette exposition où les investisseurs nationaux ont créé des entreprises qui opèrent dans ce secteur et qui exercent des activités d'exploration, d'extraction, d'exploitation ou encore fournissent les moyens logistiques et les différents services d'accompagnement. La participation de la SNIM à ce forum minier en tant que sponsor officiel consiste à avoir ce stand pour tout le groupe SNIM au niveau duquel on donne toutes les explications sur les projets de la SNIM, ses filiales, mais nous avons aussi une participation au niveau du Palais des Congrès. Aujourd'hui, on a passé en revue l'état d'avancement de tous les projets de la SNIM, où est-ce qu'on est arrivé jusqu'à présent et toutes les opportunités qui sont ouvertes au point de vue développement. La présence de la société Mauritanie des hydrocarbures et du patrimoine minier à ce troisième salon Mauritanie de 2014 est caractérisé par la tenue de ce stand où nous exposons les différentes missions que réalise la société. Il s'agit donc d'une société nationale pétrolière et minière qui est le bras opérationnel et technique de l'État dans les domaines pétroliers et miniers en ce qui concerne notamment la gestion du patrimoine minier. C'est une société qui est chargée de l'exploration, du développement et de la production des gisements d'hydrocarbures ainsi que de la gestion des participations de l'État dans les contrats miniers en conformité avec le nouveau code minier. Nous comptons nouer des partenariats avec l'arrivée massive, comme vous l'avez remarqué, de nombreuses sociétés qui sont là. Certaines sont déjà implantées en Mauritanie et sont partenaires, d'autres viennent explorer le marché mauritanien. Et donc en tant que société représentant l'État, nous comptons bien exploiter l'événement pour ancrer davantage la participation de ces sociétés étrangères en Mauritanie. Nous sommes là pour exposer nos services de télécommunication aux différentes sociétés participantes à cette exposition. Notre réputation dans le domaine des télécommunications nous permet d'avoir la confiance des différentes sociétés participantes à la troisième édition de Mauritanie 2014. Une évolution remarquable donc dans les éditions antérieures de l'exposition Mauritanide et cette édition de 2014. Et cela prouve que le gouvernement a réussi à convaincre les investisseurs de l'importance de ce secteur et des opportunités prometteuses qu'il regorge.
Un atelier de formation au profit d'un groupe de parlementaires et des employés de l'Assemblée nationale sur les questions liées au sida a été ouvert et organisé par le réseau parlementaire pour la population, le développement et la santé productive. L'atelier est organisé en collaboration avec le secrétariat national exécutif pour la lutte contre le sida, El-Haj Abdelaïdine. Cet atelier de formation autour des questions relatives au VIH-Sida est organisé par le groupe parlementaire pour la population, le développement et la santé, en faveur de ses membres. Les participants à cet atelier vont suivre pendant des jours une série d'exposés et d'interventions présentées par un expert dans ce domaine. Les exposés vont traiter des mécanismes de prévention contre les maladies de VIH-Sida à travers la mise au point des moyens de contamination et de modalités de traitement des infectés. Le président du groupe parlementaire en question, le député Babahou Ahmed Babou, a déclaré que cet atelier entre dans le cadre des missions du groupe parlementaire visant à conscientiser et sensibiliser l'opinion publique autour de cette maladie, afin de mobiliser les moyens indispensables garantissant l'éradication de cette pandémie. Le député a salué les efforts des autorités publiques consistant à prendre en charge gratuitement les personnes atteintes du VIH-Sida. Il importe de souligner que le taux de prévalence dans notre pays est estimé à 0,7%. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé un atelier pour l'approbation de l'étude relative à la situation actuelle de l'Office national des services de l'hydraulique au milieu rural. L'étude en question a été réalisée en collaboration avec des bureaux d'études de renommée internationale. Le Wali de Nouadhibou a ouvert ce matin un atelier de sensibilisation sur les dangers du terrorisme. Cet atelier organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation en collaboration avec le PNUD réunit une quarantaine de personnes dont des oulémas, des imams et des représentants de la société civile. Baba Kandiaï. Les dangers du terrorisme sont au cœur de cet atelier de sensibilisation organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation en collaboration avec le PNUD. Il réunit des imams, des oulémas et des représentants de la société civile. Lors de l'ouverture de cet atelier, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Valoul Ahmed Youra, a rappelé que le phénomène du terrorisme constituait une menace pour la stabilité des peuples et des nations. Et pour l'éradiquer, a-t-il ajouté, il faut s'unir et coordonner nos efforts de lutte pour combattre ce fléau qui menace notre civilisation. Personne n'ignore le rôle des oulémas et des imams dans la sensibilisation de la société pour bien comprendre le sens de notre sainte religion, une religion de tolérance et de paix. Dans ce sens, les jeunes et les femmes doivent également jouer un rôle dans l'éradication de ce phénomène. De son côté, le maire de Nouadhibou, Mohamed Ould Ma'tala, a salué l'organisation d'un tel atelier à Nouadhibou pour sensibiliser les régions sur les dangers du terrorisme. Cet atelier vient à point nommé, a-t-il lancé, avant d'ajouter que nous devons être vigilants face à ce fléau. Les discussions de cet atelier qui dure 2 jours portent essentiellement sur la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, le rôle de la société civile dans le renforcement de la citoyenneté, l'apparition de nouvelles formes de terrorisme et d'extrémisme, ainsi que le crime organisé. Au terme de cet atelier, le wali de Dakhlet Nouadhibou s'est rendu au kilomètre 55 pour s'enquérir des efforts sécuritaires déployés par les unités de la douane. Sur place, il a suivi des explications sur les méthodes adoptées par la douane pour combattre la contrebande. Enfin, le wali de Dakhlet Nouadhibou s'est rendu à la section de surveillance du commissariat spécial du port artisanal de Nouadhibou ainsi qu'à l'aéroport de Nouadhibou. Nouadhibou toujours, où le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille a organisé une session de formation au profit des monitrices des wilayas de l'Adrar, du Tirzemour et de Dakhlet Nouadhibou. Au cours de cette formation, les monitrices auront l'occasion de se formaliser, de se familiariser avec les méthodes pour l'éducation des tout-petits. Baba Kandiaï toujours. Le renforcement des capacités occupe une part centrale dans les actions entreprises par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, comme en témoigne cet atelier de formation. Ce séminaire va durer 3 jours
Au programme des exposés sur les méthodes d'enseignement en milieu préscolaire, les techniques de développement des capacités de l'enfance, la propreté, l'hygiène, l'importance du divertissement. Cet atelier de formation va profiter ainsi à 30 monitrices venues des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de Ladrar et de Tiris Zemour. Lors de l'ouverture de cet atelier, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Valoul Ahmed Youra, a souligné l'importance d'une telle initiative. Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de vulgariser la connaissance et le savoir chez les petits-enfants. Dans son discours, le wali de Dakhlet Nouadhibou a salué les efforts mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le perfectionnement du capital humain grâce à ce genre de formation. Ainsi, avec cet atelier, ces 30 monitrices vont être outillées pédagogiquement et se doter d'une nouvelle expérience en matière d'encadrement de la petite enfance. L'unité nationale, la cohésion sociale et la citoyenneté étaient à l'ordre du jour dans les journées de sensibilisation pour un développement durable organisées par la commune de Mongol. L'occasion pour plusieurs conférenciers de développer le rôle des femmes et des jeunes ainsi que de l'enseignement dans le développement. Malika Nagli. La Muqata'a de Mongol dans la wilaya du Gorgol a vécu au rythme des journées de sensibilisation sur l'unité nationale, la cohésion sociale et la citoyenneté pour un développement durable. Ces journées ont été marquées par une marche au cours de laquelle les populations ont scandé des slogans soulignant l'importance de ces différentes thématiques, qu'il s'agisse de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la citoyenneté, de la relation entre l'élu et le citoyen, du rôle de l'enseignement ou de celui des jeunes et des femmes dans le développement. Au cours de ces 2 journées, une trentaine d'oulémas, imams de mosquées, 120 jeunes et 150 femmes ont discuté de ces différentes thématiques. La cérémonie de clôture a été marquée par une allocution du wali du Gorgol qui a mis en exergue le rôle et l'importance de la sensibilisation quant à l'unité nationale et la cohésion sociale. L'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale pour un développement durable ne sont plus à démontrer, a-t-il souligné, rappelant la place et le rôle fondamental des jeunes et des femmes dans ce processus pour pouvoir parvenir à un développement durable périn. Il est évident, dit-il, que les journées de sensibilisation organisées à Mongol se sont bien déroulées. Le maire de Mongol a souligné de son côté la détermination des populations en général et plus particulièrement celle de Mongol à participer activement aux efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine. Il a rappelé la nécessité de miser sur la conscientisation, l'éducation civique qui constitue la pierre angulaire de tout développement durable. Il a ajouté qu'il importe également de neutraliser toutes les propagandes sectaires ou de nature à favoriser la discorde et la division au sein de la société, qu'il s'agisse du tribalisme, du clanisme ou du racisme. Pour cela, rappelle-t-il, l'importance de la mise en œuvre d'une approche participative fondée sur l'ancrage du concept de la citoyenneté, où le sentiment premier de tout citoyen est d'abord d'appartenir à la patrie. La réalisation de cette intégration permettra, poursuit-il, de parvenir au développement, ce qui requiert d'entreprendre toutes les formes de sensibilisation sur les droits des citoyens et leurs devoirs, afin qu'ils soient attachés aux intérêts supérieurs de la nation. Il a indiqué enfin que l'harmonie garantit le développement, ce qui requiert à son tour le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, une œuvre qui appelle l'implication des énergies des femmes et des jeunes qui sont le moteur du développement. L'unité nationale, la cohésion sociale et le rôle des femmes et des jeunes dans ce domaine ont été l'objet de conférences présentées par messieurs Bilal Hamza et Mohamed Amin Kettab. Ces présentations étaient suivies de débats entre les différents participants. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Un accord entre le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Modernisation de l'administration et le syndicat des chauffeurs met fin à la grève de ces derniers. Le centre hospitalier de Rosso vient s'ajouter aux structures sanitaires existantes. Le département de l'enseignement supérieur met à la disposition des étudiants de l'Université des sciences et techniques et de médecine des bus pour le transport avec un montant symbolique.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.